Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver et de vous savoir très nombreux en compagnie de la télévision nationale qui émet pour vous depuis les hauteurs du haut plateau de Colomans dans la commune de Ratouman. C'est un énorme plaisir pour nous de vous retrouver au compte de l'émission Génite sur Colomans qui se voudra en tout cas scientifique, sociale, à travers des thématiques qui seront donc abordées sur ce plateau de l'émission Génite sur Colomans. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la littérature considérée à l'instar le miroir de la société de par son pouvoir et son rôle joué dans la vie de tous les jours ne cessera donc d'apporter et de proposer par le biais de la sensibilisation des solutions aux problèmes qui engendrent nos structures sociales, notamment la couche active qui constitue en majorité la jeunesse. Cette jeunesse si fragile est à la merci de toutes sortes de tentations, notamment celles les plus graves donc, comme la drogue. Encore un autre fléau qui interpelle en vue de sauver la postérité. La postérité, j'y arrive, comme contribution, un recueil de poèmes. Désormais, dans les rayons de nos bibliothèques, également chez les bouquinistes, intitulé « La drogue en milieu éducatif » ou « Les chemins de la perdition ». Et puis, comme vous le savez, ce recueil est préfacé par l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madame Dr Diaka Sidibé, écrit par Dr Mouri Mandiana Diakité, lui-même DGA de l'Institut itinérant de formation et de lutte contre la drogue. Alors, il est avec nous sur ce plateau. Docteur, bonjour. Bonjour Ismaël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Effectivement. Ce n'est pas facile. Voilà, et permettez-moi de présenter la couverture de ce recueil de poèmes à nos téléspectateurs qui nous regardent dans cette émission avec la complicité de la réalisation et nos caméramans très dévoués. Voilà, c'est l'intitulé de ce recueil de poèmes, intitulé donc « La drogue en milieu éducatif ou les chemins de la perdition ». Les détails, ça sera donc avec notre invité sur ce plateau. Mais attention, je ne vais pas donc le lâcher. Dr Mouri Mandiana Diakité est directeur général adjoint, comme je le disais tout à l'heure, de l'Institut de recherche. Il est chargé donc de la recherche à l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives. Il est aussi auteur de plusieurs autres ouvrages, de la savane africaine en Chine populaire. Et comme vous le savez, et un peu de la Guinée de Surcroît, de Mandiana, c'est en Haute-Guinée, qui se retrouve en Chine. Est-ce que c'est parce que vous avez voulu un peu peindre votre itinéraire ou bien vous avez voulu présenter deux mondes géographiquement parlant? Effectivement, comme vous le comprenez, je suis d'abord de Mandiana, donc je suis Père du Wassolo. Quand j'ai fini au retour, une fois au pays, après mes études en Chine, je me suis dit qu'il faut, c'est intéressant de produire un roman autobiographique, donc qui retrace mon cursus donc de l'école primaire jusqu'au doctorat, aux études doctorales. Et puis tout ce que j'ai constaté tout au long de mon adolescence et de mon enfance, donc j'ai tout relaté. Voilà, c'est une façon pour moi. Les cultures, vous savez, l'Afrique dispose beaucoup de valeurs. Donc il fallait faire ressortir ces valeurs-là dans cet ouvrage-là. Donc c'est un ouvrage qui est très intéressant, qui est bien apprécié par les lecteurs. Donc il y a assez de choses dedans. Vous savez, les Pères du Wassolo, moi j'ai l'habitude de dire, sont comme un métis, un produit de métissage entre Malinké et Peul. Donc nous sommes ces métis, ces produits-là. C'est-à-dire que nos parents, nos arrière-grands-parents sont venus du Fouta. Donc ce sont un Mandiana. Donc on a adopté la culture Malinké. D'accord. Voilà. Et de vous également, Koufeko, ou la fabuleuse histoire d'un natif de Dagana, un an après l'apparition, bien entendu, du tout premier roman, si je ne me trompe, paru en 2018. Oui. Vous avez également écrit Koufeko, ou la fabuleuse histoire d'un natif de Dagana. Quand on dit Dagana, est-ce que c'est dans la localité de Mandiana ou on voulait dire Djankana? Non, pas Djankana, c'est Dakana. D'accord. Voilà, c'est un peu, vous savez, Daka en malinké, c'est le destin.
Donc, vous savez, dans l'écriture, on ne peut pas nommer directement les choses telles qu'elles sont. Donc, on essaie de les symboliser, de créer des pseudonymes. Donc, Dakana, c'est cette raison. Voilà, donc vous me renvoyez vers feu Amadou Kourouma, voilà, les soleils des indépendances, qui avaient une certaine liberté, oui, effectivement, oui, d'écrire, de malinkéiser nos Français, avec une rupture du style balsacien. Alors, vous avez également écrit, surtout, le soleil de la démocratie en 2019. Idem. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, ça, nous sommes en train de vivre ce que j'ai prédit dans cet ouvrage-là. Depuis il y a 2 ans, 3 ans de cela. Quand j'ai lu ça, bon, oui, peut-être qu'il y a une différenciation avec Dramous de Feu Camaralai, oui, mais quand on parle d'un concept aussi tel qui est purement politique, parce que quand on prend Dramous, quelque part, vous verrez quand même que ces prédictions sont en train encore de se réaliser et de se faire. Alors, est-ce que, parce que quand on parle de la démocratie, aujourd'hui, c'est le concept qui prédomine la vie politique et sociale du continent, de tous les continents, en un mot, de la planète Terre, parce que partout, on clame la démocratie. Est-ce que vous voulez parler de la démocratie dans le contexte africain ou la démocratie en tant que telle? Les deux, hein, peut-être c'est dans le contexte africain, la démocratie. Vous savez, la politique... Il y a la préférence, le choix pour l'écriture. Sinon, à l'origine, je n'étais pas formaté pour être un écrivain. Je suis ingénieur agronome spécialisé en protection des végétaux. Donc aussi, j'ai opté pour l'écriture. C'est en connaissance de cause. Puis une fois au pays, après mes études post-universitaires en Chine, j'étais venu très ambitieux avec des projets vraiment très intéressant, très bancable. Donc avec des partenaires, même des partenaires chinois qui m'accompagnent toujours. Donc nous évoluons dans 2 domaines, l'agriculture et la santé. Donc on a une clinique et puis on a un bassin de culture de riz et de maïs à Mandiana. Donc j'étais très ambitionné, je voulais vraiment contribuer au développement de ces pays-là. Mais une fois ici, je me suis rendu compte qu'après près d'une décennie d'absence de patrie, de mon pays, j'ai trouvé un changement psychologique. C'est-à-dire, et le développement est avant tout comportemental. Le développement ne s'importe pas. Il est local avant tout d'abord. On parle du développement de ses propres. On ne peut pas calquer, on ne calcule pas. On ne calcule pas. Mais c'est adapté aux conditions naturelles et sociales. Effectivement. Donc j'ai vu qu'on qui n'est pas propice au développement au sens réel. On se développe, mais le développement, quel type de développement voulons-nous? Est-ce un développement harmonieux ou un développement dans l'anarchie? Donc j'ai vu que l'anarchie s'est installée et l'avenir de chaque nation repose sur sa jeunesse. Donc si cette jeunesse est déboussolée, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas ce qu'elle veut, ça pose un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème. En l'an 3000, quand on nous annonçait qu'en 2020, d'aucuns pensaient que c'était le bouleversement ou la métamorphose de la planète. Et on était encore enfant, et on écoutait ce grand chroniqueur scientifique à la radio nationale, Aboubacar Camara, qui disait en 2020. Et à l'époque, on était encore loin de 2020. Beaucoup pensaient qu'on allait connaître quand même un changement drastique et complet, s'il faut dire, de la chose. Donc, en l'an 3000, qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà. Vous savez, c'est... Étant donné que nous sommes en 2023. Effectivement, c'est une fiction. Ça dit qu'on est en 2023. Donc, quelqu'un qui parle de l'an 3000, soit près de 3000 ans après, ça dit que c'est une fiction. Vous savez, il y a un passage même, si on ne change pas de comportement, si on ne change pas de comportement positivement, si le monde doit finir, je dis bien si le monde doit finir,
cela commencera certainement par... Très bien, c'était un peu pour marquer la distinction qui est entre vous et nos invités qui sont sur ce plateau, oui, pour effectivement essayer de s'aventurer un peu dans votre bibliographie, oui, pour que les téléspectateurs, oui, puissent se rendre compte que nous avons en tout cas un véritable écrivain sur ce plateau, parce que c'est un plateau qui se veut scientifique, social, oui, mais également médical. Oui, effectivement, effectivement. Nous avons sur ce plateau Madame Kamara Hawa, présidente fondatrice de l'ONG Ensemble contre le cancer du sein. Madame, bonjour. Bonjour. L'heure de faire une ségrégation. C'était en tout cas notre façon d'introduire cette émission de façon littéraire, parce que tout le combat aujourd'hui que les femmes et les hommes sont en train de mener, c'est pour assurer une promotion, un épanouissement de la jeunesse du futur, assurer la postérité en un mot. Et les femmes sont en première ligne de ce combat. Alors bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pareillement. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alors vous êtes présidente de l'ONG Ensemble contre le cancer du sein. Et tout à l'heure, vous n'êtes pas seul sur ce plateau, vous êtes accompagné par le point focal, en un mot, la chargée des affaires sociales et des relations publiques, Madame Balé Djenab. Madame Balé, bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Très bien. Alors, notre prince sur ce plateau, il s'appelle Monsieur Aboubakar, Docteur Aboubakar Traoré, spécialiste en santé publique, épidémiologiste et également en stomatologie. Actuellement, élève directeur d'établissement sanitaire social et médico-social à l'école des hautes études en santé publique de Reims, ça c'est en France, président fondateur de l'association CISEG et l'International Médical Guinée IMG et également délégué du plan international France. Docteur Traoré, on a censuré votre parcours, sinon on est capable de passer vraiment, consacrer toute cette émission à votre parcours. Un Guinéen qui a eu son baccalauréat première partie du côté de Gawal, si je ne me trompe, qui a atterri à Conakry pour faire la terminale et après l'université en faculté de médecine, s'est retrouvé de l'autre côté de l'océan. Aujourd'hui, qui vraiment se retrouve dans l'administration française, un pays qui est nettement en avance, un pays développé. Quelle prouesse! Qu'est-ce qu'on peut encore retenir de vous sur ce plateau? Bonjour Ismaël, bonjour à tous vos invités, également à tous les spectateurs qui nous écoutent. Effectivement, oui, vous avez résumé un peu mon parcours. Hein. Je suis un pur produit du système éducatif guinéen. Donc, j'ai commencé mes études, je suis né à Kindia, mais je suis issu de la préfecture de Gawal. Et aussi, j'ai étudié à Moyenne-Guinée. J'ai fait ma première année primaire à Dalaba, puis à Koubia, avant d'aller à Fria, et de rejoindre mes parents à Conakry dans les années 85, où j'ai eu mon certificat d'études primaires. Puis après, j'ai fait le collège Coléa, et ensuite j'ai fait le lycée de Gawal. Et justement, c'est à l'issue du baccalauréat première partie à Gawal, où on était 4 personnes à avoir le bac, que j'ai rejoint Conakry, mes parents, pour passer la terminale, et aussi intégré l'université, la fac de médecine, où j'ai été lauréat justement au concours de 1995. Puis après ma scolarité à l'université Gamal Abdel Nasser, je suis allé en France en 2003, où je me suis spécialisé en santé publique à l'université de Bordeaux 2, où j'ai obtenu exactement une maîtrise des sciences biologiques et médicales, puis un master 2 en santé publique internationale et un diplôme d'université en santé publique et en recherche clinique. Puis en 2009, j'ai obtenu un master 2 recherche clinique épidémiologique à l'université Paul Sabatier de Toulouse-Roi. Et à Paris La Défense, j'ai obtenu une spécialisée de directeur de structure de santé et de solidarité à l'Institut Léonard de Vinci. C'est à l'issue de ça que j'ai passé le concours d'accès à la fonction publique hospitalière, où j'ai été reçu. Donc du coup, je suis élève fonctionnaire de la haute fonction publique, donc la catégorie A+. Et donc du coup, nous sommes en formation, et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait un stage international au centre hospitalier régional de Kaolack, auprès de la directrice de ce centre hospitalier, qui est en même temps présidente du réseau RESOAC, un réseau qui regroupe les hôpitaux d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes, qui est en partenariat avec le ministère de la Santé, à travers la DGOS. Donc, c'est dans ce cas que je suis en Guinée. Et
bientôt je vais repartir en France parce que ça fait plus de 2 mois que je faisais mon stage à Kaolack. Et on va parler de ce stage tout à l'heure, mais bien avant, on parlera effectivement des différentes associations vraiment auxquelles vous avez été, en tout cas, le moteur de la création. Mais d'ici là, puisque les femmes sont prioritaires, on va donc se tourner vers Madame Kamara Hawa, présidente, fondatrice de l'ONG Ensemble contre le cancer du sang. C'est une ONG, certes vous avez eu quand même des communications, mais de façon très laconique. Est-ce que vous pouvez présenter un peu cette ONG et dites-nous pourquoi la mise en place d'une telle ONG? Merci beaucoup pour cette opportunité. Ensemble contre le cancer du sein est une ONG qui a deux jambes. Voilà. Il y a Together Against Breast Cancer, ça c'est aux États-Unis, et il y a Ensemble contre le cancer du sein, qui est fixé sur la Guinée. La raison pour laquelle l'ONG a été créée, c'est effectivement parce que j'ai eu le cancer du sein moi-même. Vous en avez été victime? Oui, et je l'ai eu quand j'étais ici, je travaillais ici. Et donc, ce qui s'est passé quand je l'ai eu, franchement, ne m'a pas laissé tranquille. Et j'ai voulu, sur mon lit de malade, après avoir été mal diagnostiquée 3 fois ici, sur mon lit de malade maintenant aux États-Unis, je ne voulais plus que ce qui m'est arrivé arrive à d'autres femmes, oui, parce que c'était atroce. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des recherches par rapport à comment commencer une ONG pour éviter ce qui m'est arrivé en fait. C'est-à-dire vous vous lancez dans la prévention. Voilà, je me lance, oui, dans la prévention. Et notre objectif, effectivement, c'est de sensibiliser, aussi éventuellement pouvoir accompagner ces femmes dans la dignité tout au long de leur traitement. Et c'est de là qu'est venue la création de l'ONG Ensemble contre le cancer du sein. Donc, parce que vous avez été victime, vous connaissez effectivement l'atrocité, oui, la douleur, oui, que cette maladie peut inculquer à, oui, sa victime, oui, et jusqu'à à lui coûter la vie. Oui. Et vous dites, écoutez, d'autres femmes ne doivent pas souffrir de la même chose, d'une, oui, telle maladie. Oui. Vous vous lancez dans la création d'une plateforme, de cette plateforme, et sans moyens. Comment vous faites pour vous battre afin d'apporter des soutiens, aux personnes victimes du cancer du sein? Sérieusement, tout a commencé avec des fonds propres. Des fonds propres et avec des collègues, des amis, vraiment aussi dédiés, qui, en apprenant la nouvelle, ont décidé de faire partie de cette ONG sans un rond. Voilà. Et je tiens à leur dire merci aujourd'hui parce que cette disponibilité, déjà, c'est plus qu'une richesse. Oui. Et avec les fonds propres et avec eux-mêmes aussi, leurs fonds propres parfois, on a pu essayer de mettre la structure en place. Et ensuite, comme nous ne sommes pas accompagnés, nous fonctionnons sur fonds propres, des fois, il y a des généreux donateurs qui aussi essaient de nous soutenir quand on a des patients vraiment dans des cas catastrophiques. Oui. Et donc, c'est sur ça que nous fonctionnons aujourd'hui et nous demandons bien sûr tout le soutien qu'on peut avoir. Parce que là, une telle structure a besoin d'avoir comme partenaire des structures sanitaires, des spécialistes en cancérologie. Je pense que c'est extrêmement important. Est-ce que vous avez quand même eu un premier départ dans ce sens-là? On n'a pas d'accompagnement avec les grandes structures ou des structures sanitaires ici, mais on a des accompagnements avec certains médecins que je trouve très généreux aujourd'hui, qui souvent mettent leur disponibilité, leur expertise à la disposition de ces patientes qu'on les recommande. Et vraiment, pour ça, je peux leur dire merci, mais on a sérieusement besoin d'accompagnement. En termes de, par exemple, disons les médicaments. Okay. On a des malades aujourd'hui qui sont dans des hôpitaux qui n'arrivent pas à avoir des médicaments parce que si tel a eu la morphine aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment. Toi, tu dois attendre pour que l'autre ait aujourd'hui. Et c'est demain maintenant. Par intermittence. Voilà, par intermittence. C'est pas normal. Or, le soin doit être régulier pour combattre. En plus, en Guinée aujourd'hui, on n'a pas de centre de radiothérapie existante. Et ça, pour moi, c'est une catastrophe.
Parce que même si... Qui doit interpeller l'État. Oui, oui. Et je profite de l'occasion vraiment pour interpeller le gouvernement et aussi le ministère de la Santé. Si aujourd'hui, un pauvre, disons, qui n'arrive même pas à manger, va et doit avoir la chimiothérapie, 4 millions 500. Wow. Une séance. Et disons que cette personne doit avoir 6 à 10 séances. C'est les 4 millions multipliés par 10. Voilà. Et ensuite, il finit ça, il y a l'ablation du sein, ou elle finit ça, il y a l'ablation du sein, par exemple. Okay? Et maintenant, la suite, c'est la radiothérapie inexistante en Guinée. Il faut que la personne soit rapatriée à l'extérieur, au Sénégal, au Maroc, au Mali, pour la radiothérapie. Une personne qui n'arrive même pas à manger. À trouver le manger. Finalement, il va succomber. Et le traitement, pendant que l'attente, pendant que cette personne puisse être évacuée, annule carrément ce qui a été déjà fait. Pourrait lui coûter la vie. Voilà. Oui. Donc vraiment, il faut que le gouvernement et le ministère de la Santé nous aident. Nous aident. Parce que ça, il faut que ça existe ici. On est en retard. On est en retard. Et aussi le centre, ici j'entends centre de cancérologie. Mais je suis désolée. Il faut un Donc il n'y a pas d'équipement approprié pour une bonne prise en charge. En plus. Efficace et efficient. Mais aussi, un cancérologue de prostate ne peut pas soigner le cancer du sein. Celui qui soigne le cancer du col de l'utérus ne peut pas forcément. Chacun a sa spécialité. Pourquoi pas ces différents départements? Aujourd'hui, on a des médecins qui touchent à tout. Et dans le seul but d'avoir de l'argent. Mais cette vie, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Oui. Ne nous l'enlevez pas banalement. Oui. C'est pas votre choix. D'accord. Voilà. Vraiment, ça, vous êtes dans une lutte très noble et vous méritez d'être accompagné. Je pense que on va se tourner vers Mme Baldé Djenab, qui est chargée des affaires sociales et des relations publiques. D'ailleurs, vu que la présidente fondatrice, elle n'est pas en place, mais elle accepte quand même d'acheter les billets aller-retour pour venir vraiment réaliser des actions afin d'accompagner les autres femmes qui sont aujourd'hui victimes de cette maladie, parce qu'elle-même, elle a eu la chance quand même, elle a eu la vie sauve, elle en a été victime. Alors, comment vous faites pour entrer en contact avec les patientes, c'est-à-dire les victimes de cette maladie? Merci de me donner cette opportunité d'en parler. En fait, on a un numéro qu'on a mis sur notre plateforme. On a un site, on a aussi une page Facebook et qui permet aux patients de me contacter. Une fois qu'on me contacte, moi je me déplace, je vais les rendre visite avec une équipe et puis faire l'interview, savoir à quel niveau ils se sont limités. Est-ce qu'elles sont déjà allées voir un médecin? Est-ce qu'elles ont fait la mammographie et l'IRM ou bien l'échographie? Je me renseigne, je regarde les examens qu'elles ont eu à faire et après je commence à prendre en charge pour les aider. En fait, je passe toujours par la présidente, je l'envoie les mails, je l'envoie les résultats. On a aussi quelques médecins à l'Occident, comme aux États-Unis, comme en France, qu'on contacte souvent. Ils font des recommandations. Oui, en fait, on leur montre les résultats, on envoie les résultats, ils voient, et puis qu'est-ce qu'il faut faire, ils nous orientent. Donc c'est comme ça que je me débrouille, c'est comme ça que comment on appelle ça, les patients arrivent à nous contacter. Vu que vous êtes chargé des relations publiques et des affaires sociales et des relations publiques, nous avons quand même des structures étatiques, il faille quand même contacter. Est-ce que vous avez réfléchi par exemple d'aller non seulement vers le ministère de la Santé, parce qu'il ne faut pas rester dans l'attentisme. Vous êtes parti vers le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et des personnes vulnérables, par exemple, parce que ce sont les couches féminines qui sont vraiment intéressées. Bon, pour le moment, pour ne pas vous mentir, on n'a pas eu accès à eux. On a eu la volonté de le faire. On a fait des courriers, mais jusqu'à présent... Ils sont restés sans suite. Voilà, ils sont restés sans suite. Et en attendant, on s'est basé sur les institutions bancaires, les assurances, pour faire, comment on appelle ça, nos sensibilisations. Là, quand même, ils nous ont reçus, quand même, malgré qu'ils ne nous ont pas donné quelque chose, mais ils nous ont permis de sensibiliser parce que, je ne vous mens pas, même la couche lettrée ne connaît pas ce que c'est que le cancer du sein. Oui. Tu peux parler à une de tes collègues qui ne sait même pas ce que c'est que la mammographie, comment faire l'autopalpation. Donc, c'est un peu difficile.
Parce que quand on n'est pas informé, on ne peut pas vraiment sauver. D'accord. Alors, est-ce que qui parle de sensibilisation parle de la prévention, et bien évidemment, mais il y a quand même des points sur lesquels on sensibilise. Alors, comment vous faites la sensibilisation au-delà de ce plateau? Comment vous faites la sensibilisation sur le terrain, par exemple? Sur le terrain, je vous donne un exemple sur le marché de Matoto. J'ai fait une sensibilisation au niveau des femmes qui vendent le poisson. Je suis arrivée et je me suis adressée à elles en langue nationale et je leur ai expliqué ce que c'est que le cancer du sein et que c'est une maladie vraiment qui est dangereuse, qui peut tuer quand on ne prend pas la charge à temps. Donc je leur ai expliqué que ça commence par une boule, en leur montrant... Les symptômes? Oui, les symptômes, en leur montrant comment faire pour détecter. Je leur ai montré comment faire la palpation, l'autopalpation en fait, après chaque menstru, en touchant leur sein, tout autour, en poussant vers le téton, en regardant sous les aisselles s'il n'y a pas de boule. Et je leur ai dit, parfois même, il y a le téton qui coule un peu. Quand on porte les soutiens-gorge, tu vas voir que ça coule. Je dis, dès qu'elle remarque ça, ou bien qu'elle remarque que le téton est noir, ou bien enfoncé, ou bien que le sein est comme une orange, d'aller directement contacter un médecin, un gynéco. Et à partir de ce gynéco, on peut être guidé. Et je leur ai dit aussi, si elles ne peuvent pas aller voir le gynéco, de nous contacter, je leur ai laissé notre carte de visite. Et aussitôt, je ne peux pas vous mentir, il y avait une femme, il faut voir, elle est bien habillée, elle est en train de vendre son poisson, mais elle avait vraiment une boule qui avançait même. On dit que, après on me dit que c'est foyer en sous-sous, que c'est foyer, qu'elle est en train de traiter ça à l'indigénat. La méconnaissance. Voilà, je leur ai dit directement que c'est impossible. Il est formellement interdit de traiter ça à l'indigénat parce que l'indigénat peut traiter autre chose, mais pas le cancer du sein. Plutôt, tu infectes quand tu vas à l'indigénat. Alors, nous sommes vraiment néophytes dans tout ça. Je suis quand même entre les... Il y a des docteurs, mais sauf que chacun est docteur dans son domaine. Mais est-ce que si le symptôme est vite détecté et la prise en charge tout de suite, elle est faite à temps, est-ce qu'on a de fortes chances que la maladie ne se développe? Bien sûr, c'est le but de notre sensibilisation. En fait, notre combat, notre force, c'est pour ça. Parce que quand c'est détecté tôt, on a eu, je vous donne un exemple, on a eu une albinos ici qui a 18 ans. Comme ça a été détecté tôt, vous imaginez déjà, elle est vulnérable parce qu'elle est albinos, très sensible. Tout à fait. Et après, elle a eu une boule et qui soupirait même. Mais comme on a fait la prise en charge à temps, elle a été sauvée. Elle est là, elle est guérie. Elle a été opérée par Dr Magas à Bernard Kouchner. D'accord. Ça s'est très bien passé et voilà, la fille est guérie. D'accord, on va passer la parole aux hommes. Docteur Traoré, qui est donc avec nous sur ce plateau, il est aussi dans la vie associative, hein. On va enchaîner avec lui. Il est président fondateur de l'association CISEG, et même si aujourd'hui il a passé la main à d'autres personnes, tout en restant en contact avec toutes les activités y afférentes, et également de l'International Médical Guinée IMG, qui est d'ailleurs représenté à Conakry. Qu'est-ce que c'est ces deux entités, docteur? Oui, merci Ismaël. Et avant d'abord de parler de mes activités associatives, je tenais à vraiment vous féliciter, hein, mesdames, parce que c'est un combat qui est vraiment très très noble. Hein. Merci. La lutte contre le cancer, c'est un fléau mondial. Et justement, moi je pense qu'il faut vraiment aller au-delà, parce que c'est pas seulement la prise en charge médicale. Il faut tout ce qui est l'accompagnement psychosocial, tout ce qui est psycho-affectif. Donc voilà. Et puis en plus, vous, comme vous avez été victime de cette pathologie, c'est plus pratique pour vous d'en parler. Et en France, justement, et dans les pays européens, ça se développe, ce qu'on appelle les patients experts. Les patients experts, ce sont des gens qui ont eu une pathologie chronique et qui arrivent justement, il y a même des diplômes d'université, hein, qui arrivent à expliquer à d'autres personnes la pathologie qu'ils ont eue et en même temps à leur faire bénéficier de leur expérience. Oui. Ça, je trouve ça capital et c'est vraiment l'occasion de pouvoir développer des associations comme ça pour qu'ils puissent sensibiliser, parce que nous sommes dans un pays où, des fois, la sensibilisation, elle est difficile à faire comprendre en fait, à la population. Donc moi je dirais même que le gouvernement devrait, comme ils l'ont fait avec la césarienne, hein, à faire justement
prendre en charge complètement gratuite parce que ça coûte extrêmement cher, les prises en charge de la cancéro. Et puis bon, faire financer les gens avec cette pathologie, de fois on ne sait même pas s'ils ont une espérance de vie de combien d'années. Les gens vont dépenser des millions et des milliards de francs guinéens et puis à la fin ils retournent à la tombe, quoi. Donc c'est pas, moi je pense que le gouvernement devrait vraiment réfléchir sur ce sujet. Donc revenons justement pour mon... Avant de passer, est-ce que vous devenez directement, automatiquement partenaire à cette ONG, parce que vous avez quand même une expertise, vous avez quand même des relations. Chez nous, nous créons ce qu'on appelle la connexion, l'interconnexion. Tout à fait. Moi, je pourrais être vraiment un partenaire de cette association parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Tout ce qui concerne la santé publique, ça me tient énormément à cœur. On va ficeler le reste derrière. Il n'y a aucun souci, mais c'est pour ça que je suis lancé à... On va ficeler le reste derrière. Je pense qu'il y a beaucoup de cas de cancer, justement, en Guinée, mais qui ne sont pas détectés, comme vous l'avez si bien dit, madame. Bien sûr. Une fois que le cancer est détecté à temps, ça réduit quand même le taux de mortalité qui est beaucoup plus élevé. Donc, du coup, c'est à la prévention. C'est sur ce volet qu'il faut vraiment travailler. Il faut impliquer, je pense qu'il faut impliquer même les chefs coutumiers, voilà, tout le monde. C'est une prise en charge globale, c'est pas que médicale. Donc les hommes aussi doivent... Voilà, les hommes, c'est pas que les femmes. C'est de veiller sur vraiment les femmes, l'état de santé des femmes. Parce qu'il ne faut pas attendre que madame tombe malade pour commencer à courir par-ci, par-là et trouver des produits. Il faut se mettre dans la posture de la prévention. Tout à fait, je crois que c'est la deuxième cause de mortalité d'ailleurs à travers le monde, le cancer. Donc du coup, c'est vraiment un phénomène. Donc voilà, là vous voyez, je fais votre promotion là même temps. Merci. Voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, il fallait que je vous le dise ça. Merci. Et concernant justement mes activités associatives, effectivement, oui, moi je me suis toujours engagé dans le secteur associatif, même quand j'étais à l'université Gamal Abdel Nasser, j'ai été vice-président de la 37e promotion de médecine et 6e promotion de d'odontostomatologie, à travers lequel justement on a pu organiser des festivités de notre fin de cycle. Puis également arrivé en France, j'ai été le secrétaire général des étudiants guinéens de Bordeaux et cela nous a permis de faciliter l'intégration des jeunes étudiants qui venaient en Gironde et qui ne connaissaient pas du tout. Vous pouvez être un bon député. Oh, mais député, j'aurais pu peut-être. Oui, tout à fait. Mais bon, en fait, voilà, moi c'est quelque chose qui, à chaque fois que je vois les Guinéens quelque part, ça me donne toujours ce grand plaisir de pouvoir participer à leur insertion. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai intégré l'association des Guinéens de Bordeaux et puis où j'ai été secrétaire général. Et à l'époque, on n'était pas très nombreux à Bordeaux. Donc du coup, on faisait toutes nos activités avec la grosse association des Sénégalais. Parce que les Sénégalais, ils sont voilà, ils sont un peu partout dans l'Hexagone. Voilà. Donc, mais actuellement, cette association a pris de l'ampleur. Et après, aussi, j'ai été, comme vous avez dit, j'ai créé l'association CISEG. CISEG, c'est la Solidarité internationale pour la santé et l'éducation en Guinée. C'est une ONG qui œuvre pour la réhabilitation de nos infrastructures de santé. Donc, j'ai piloté cette association pendant quelques années et après, j'ai passé la main. Mais l'association sur laquelle je voulais vraiment insister, c'est l'International Médical Guinée. C'est une association qui a été créée par les médecins guinéens qui vivent, parce que c'est une association de droit français, qui a été créée en France, mais qui regroupe tous les professionnels de santé guinéens vivant en France, aux États-Unis, à travers le monde, et même en Guinée, on a une antenne. Donc c'est l'occasion pour moi vraiment de lancer un appel à tous les étudiants déjà de la fac de médecine et ceux qui sont dans les filières de santé et les médecins qui sont là ou qui sont à l'étranger, de rejoindre cette association parce qu'en fait c'est une association qui est très dynamique et nous avons fait pendant plusieurs années, n'avons pas pu encore obtenir un agrément sur le sol parce que c'est quand même une problématique ça. Je pense que c'est quelque chose quand même qui doit être libéré pour que les gens puissent au moins avoir quelque chose de plus fiable et qui puisse intervenir sur le terrain parce que je pense que les associations ont un grand rôle à jouer surtout en ce qui concerne le système de santé. Donc l'IMG est une grosse association qui regroupe pratiquement plus de 600 professionnels de santé et on a une plateforme et donc on intervient, on a participé à plusieurs colloques, on a fait des donations pendant la Covid-19 et donc du coup moi j'étais vice-président de cette organisation. Cette année j'ai pas voulu me présenter parce
que j'ai d'autres engagements. Puis également, j'ai été délégué départemental de la Fondation Plan International France, parce que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur en France, et tout ce qui concerne l'égalité filles-garçons, et surtout la scolarité des jeunes filles dans les pays en voie de développement, parce que nous savons que... C'est pourquoi nous avons bien voulu tout à fait, parce que moi je me mets en retrait, c'est pourquoi on a bien voulu configurer le plateau comme ça. Tout à fait, on a une connexion. Donc après, je suis actuellement délégué de promotion de la promotion Philomène Mayenne, délégué des directeurs d'établissements sanitaires, social et médico-social, et en même temps vice-président de l'association des directeurs d'établissements sanitaires, social et médico-social, et coordinateur des pôles. Donc du coup, là, le milieu associatif, je suis depuis plus de 15 ans. Voilà, donc Alors, parlant du stage qui vous amène du côté de Dakar, alors comment est-ce qu'on peut un peu expliquer ce processus ou la portée de ce stage sur votre vie professionnelle? Oui, mais en fait, le stage, comme je vous disais à l'introduction, là, en fait, dans la formation, on a 3 stages obligatoires et qui sont alternés entre les stages et les regroupements. Donc, on a un stage d'observation qui permet en fait aux directeurs d'hôpitaux et d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de découvrir le secteur hospitalier, pour ceux qui ne connaissent pas, et ceux qui connaissent le secteur hospitalier, de découvrir d'autres services où ils n'ont jamais travaillé. Et moi, comme ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le système de santé français, donc je connaissais un peu la plupart des différents secteurs. Donc il fallait changer un peu l'environnement. Voilà, donc il fallait changer. Et puis après, le deuxième stage, c'est le stage extérieur, qui est extérieur à la fonction publique, parce qu'on est des futurs hauts fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, parce qu'en France, il faut rappeler, il y a 3 fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale. Donc nous sommes dans la catégorie de la fonction publique hospitalière, et dans ces 3 fonctions publiques, les fonctionnaires peuvent bouger en fait. Donc ils peuvent, quelqu'un qui est à l'hospitalière, il peut aller à l'État, il peut aller au niveau territorial. Donc c'est dans ce cadre en fait que j'ai effectué moi un stage international au centre hospitalier de Kaolack, et qui était justement en partenariat, comme je le disais tout à l'heure, avec la DGOS, la Direction Générale de l'Offre de Soins en France, et le réseau Réseau pour justement finaliser mon stage international que j'ai fini justement le 28 juillet. Et après on a le 3e stage, le stage professionnel, qui est purement professionnalisant, qui dure plus longtemps encore. Et après, on prend nos postes à partir du 1er janvier 2025, où on est muté dans tous les hôpitaux de France. Alors, si on se promenait un peu dans votre rapport de stage, ce qui voudrait dire que forcément, il y a des choses qui vous ont marqué. En changeant d'environnement, de travail, de voir certaines choses. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus marqué dans ce stage à l'international? C'est-à-dire le stage que vous qualifiez ou que vous appelez extérieur. Mais en fait, ce qui m'a marqué, surtout dans le rapport, je l'ai marqué, en fait, je l'ai même dit, en fait, si vous voulez, avant de quitter la France, j'avais choisi une thématique, parce qu'on a une thématique sur laquelle on doit travailler, et ça aussi, je vais vous le dire, c'est sur le handicap, et c'était sur l'amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap à Kaolack. Je sais que c'est quelque chose quand même qui c'est transversal, ça regroupe pas mal de choses. Voilà, ça et même ces femmes aujourd'hui qui ont des seins amputés. C'est un handicap, tout à fait. Donc du coup, cela m'a permis en fait d'avoir des objectifs spécifiques. Le premier objectif, c'était justement de pouvoir découvrir le système sanitaire sénégalais à travers l'accompagnement des personnes en situation de handicap et tous les acteurs qui y travaillent. Et dans une deuxième partie, de déceler les insuffisances de la prise en charge, puis enfin de proposer, de faire une préconisation afin d'améliorer justement cette prise en charge. Donc du coup, ce rapport de stage, je l'ai présenté au staff de l'hôpital de Kaolack, où ça a été très 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 bien accueilli. Et donc du coup, on aura au mois de janvier, c'est-à-dire le 25 janvier 2024, ce qu'on appelle un forum international à l'école des hautes études en santé publique à Rennes, où nous aurons chacun, ceux qui sont partis à l'international,
On aura un stand, moi j'aurai un stand Sénégal, mes collègues qui sont partis aux États-Unis, ils auront un stand États-Unis, Canada, et ainsi de suite. Et là, on aura l'occasion justement de présenter notre expérience de ce qu'on a vu sur le terrain et comment ça s'est passé, des diapos. Et puis, non, ça peut, c'est ça, nous on explique. Et après, on passera devant un jury qui va nous évaluer justement par rapport justement à ce stage et comment c'est passé. Et puis, qu'est-ce que le stage nous a apporté, qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain. Et donc, du coup, moi, j'ai été vraiment marqué par le système de santé sénégalais qui se rapproche beaucoup plus, hein, mais même si elle s'en distingue aussi du système français. Et je voulais justement, à travers cette expérience internationale, comparer deux systèmes de santé qui étaient quand même semblables, mais aussi différents. Et le système français que je connais depuis maintenant, comme je disais, plus de 15 ans, et voir quels sont les points qui se rapprochent et qu'est-ce qui nous distinguait. Et je me suis rendu compte que déjà, concernant le handicap, c'est vraiment un vrai problème de santé publique en France et au Sénégal, parce que parmi la population, on est à 65 millions de Français, il y a au moins plus de 11 millions qui souffrent d'un handicap. Alors qu'au Sénégal, ils sont plus de, je crois, 13 millions. Il y a environ plus de 580 000 Sénégalais qui souffrent au moins d'un handicap. Donc, du coup, les deux pays ont la même problématique. Et après, au niveau de la gouvernance hospitalière, donc en fait, il y a plusieurs points sur lesquels j'ai pu faire une étude comparative. Et forcément, vous avez eu quand même à faire des recommandations, parce que tout n'est pas rose, comme vous l'avez si bien dit, même si ça se rapproche, vous l'avez dit, il y a eu des recommandations. Nous allons revenir un peu sur ces recommandations, si tout va bien, dans votre rapport. Et nous partons avec Dr Mori Mandiana Diakité, sur ce plateau, l'homme qui se bat à travers la plume contre la drogue, afin d'interpeller chacun et tous par rapport au devoir que chacun devrait jouer afin de protéger la jeunesse. Mais en impliquant ces mêmes jeunes à travers effectivement la lecture de ce recueil de poèmes intitulé « La drogue ou le chemin de la perdition ». Alors, qui voudrait perdre dans la vie? Est-ce qu'on est pour perdre? Est-ce qu'on est pour ne pas contribuer et participer positivement dans le rayonnement ou la promotion sociale? Mais s'il y a quand même des substances qui nous entravent ou qui, peut-être quelque part, compliqueraient notre survie sociale, je pense qu'il faut quand même s'y battre. C'est pourquoi les parents sont aussi interpellés. Mais l'homme, dans son coin d'écrivain, a pensé rassembler quelques poèmes. Avec lui, on va donc en discuter. D'abord, nous avons quand même deux types d'écriture. Nous avons la forme prosaïque et la forme poétique. Pourquoi porter le choix sur cette forme poétique? Voilà, vous savez, la poésie, c'est un peu différent comme vous venez de le dire. Moi, j'ai écrit des ouvrages. D'accord. Mais j'ai vu que pour être plus proche ou pour mater l'esprit des élèves, des étudiants, oui, c'est mieux de partir avec des poèmes. D'accord. Des poèmes captivants pour sensibiliser les étudiants, oui, les élèves. Oui. Donc c'est un outil de sensibilisation, un sport de sensibilisation, de moralisation, oui, moraliser, oui, nos enfants. Nous sommes tous des parents d'élèves. Je voudrais même profiter de l'occasion pour saluer mes collègues ici présents. La lutte ou le combat qu'ils mènent, c'est un combat noble. Nous sommes tous dans la même logique. Le combat contre la drogue, c'est aussi le combat contre le cancer du sein, contre l'insuffisance rénale. Puisque le développement, tout ça se fait avec de l'esprit. Hein? Oui. Et la drogue agit sur l'esprit, oui, sur le cerveau, oui, sur le système nerveux central. Moi, je ne suis pas médecin. Je suis ingénieur agronome, oui, spécialisé en protection des végétaux. Je travaille sur les plantes, sur les végétaux. Les plantes, comme les humains, parlent. On leur langage. Oui. Les plantes savent parler, exprimer leur douleur. Donc, mais nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Si j'ai choisi d'écrire cet ouvrage,
puis c'est parti d'un constat alarmant. Je vis dans un quartier de bas-peuple. Il suffit seulement de sortir la nuit, se promener, et vous verrez un peu partout, vous verrez des enfants, souvent des groupuscules, oui, effectivement, qui se passent des joints, effectivement, comme dans leur thème. Effectivement, qui se passe c'est extrêmement grave quand même. C'est-à-dire que ça, c'est comme s'ils ne sont pas gouvernés. Oui. Ça, il faut que l'État, il faut que l'État intervienne. Que les enfants sachent que la drogue est une menace pour la jeunesse, pour l'ordre social, pour la paix et pour la quiétude, pour le développement, pour le savoir et pour le savoir-faire. Mais si on autorise les enfants à prendre ça devant aussi au vu aussi de tout le monde, de tout le monde, ça fait c'est ça pour dire aux autres élèves qui sont encore conscients, qui veulent encore étudier, qui veulent avancer. Mais ces enfants vont dire, attends, c'est populaire, ça se voit partout. Nous on va tenter cette tentation, l'effet de contagion. L'État doit intervenir à tout moment. Nous menons c'est-à-dire que c'est ce que j'ai dit à l'entame. Le combat que nous menons, combat noble. Et on a besoin d'être accompagné suffisamment. Pas seulement par des mots, mais par des actes. Mais quelqu'un l'a dit tout de suite que c'est difficile souvent d'avoir un soutien financier. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile certainement de parler sur des sujets comme l'excision et consorts aussitôt. Mais quand vous parlez des sujets, des thématiques comme cancer du sein, comme l'insuffisance rénale, ou la lutte contre la drogue, la mobilisation va tarder à venir. D'accord. Voilà. Alors, ce recueil renferme 13 poèmes. Oui. Et sur une seule thématique. Oui. Parce que quand nous prenons les autres ouvrages, vous verrez qu'il y a un thème principal et il y a des sous-thèmes. Effectivement. Mais quand nous prenons ce recueil, la particularité, c'est que nous avons un seul concept, mais traité différemment à travers les différents vers qui sont utilisés dans ce recueil-là. Il y a surtout une jeunesse sans drogue. Il y a quelqu'un qui disait, j'ai capté que la Guinée est malade de sa jeunesse. Alors, vous dites ici une jeunesse sans drogue. Oui. Qu'est-ce que ce poème voudrait effectivement ressortir? C'est une jeunesse sans drogue. Oui. C'est une jeunesse saine. D'accord. Un enfant qui ne prend pas de la drogue, qui ne consomme pas de stupéfiants, a un esprit sain. Donc si l'esprit est sain, limpide, on réfléchit par la tête. Donc par le cerveau, mais si ce cerveau-là, si le cerveau est noyé, souillé par des substances nocives, oui. Ça dit que cela va sans dire que l'avenir de toute chaque nation repose sur sa jeunesse, c'est la relève. Mais si la relève est foutue, ça veut dire que l'avenir de la nation est foutu. Voilà, est compromis. Oui. Donc c'est pourquoi moi quand vous allez lire, vous avez évoqué un passage tout de suite, c'est un seul thème qui est parlé différemment. C'est-à-dire que le titre d'abord on dit la drogue en milieu éducatif, qui n'est pas poétique, mais les chemins de la perdition, ça quand même, ce titre-là est poétique. Donc moi, c'est ce que nous avons préféré les deux c'est en rouge, hein? Oui. Voilà, c'est pour vous dire que c'est vraiment la drogue. Oui. Oui. La drogue, un danger pour la jeunesse. Et il y a notre poème qui dit mensonge et malhonnêteté. Est-ce qu'on veut dire par là qu'un consommateur de drogue n'est jamais une personne honnête, au-delà même de l'état sanitaire, de la situation épidémiologique de la personne? Il y a ce qu'on appelle ici le comportement moral qui est vraiment tout de suite détérioré.
Bon, vous voyez, la drogue, c'est, si on dit mensonge et criminel, malhonnêteté. Vous savez, un criminel ne va jamais avouer, même si on le dit, il ne va jamais dire que je suis criminel. Il va toujours dire, un drogué aussi, même si tu le vois en état d'ivresse, il va toujours dire que c'est pas, je ne prends pas de la drogue. Il va nier, il va nier. Donc c'est pourquoi j'ai un peu, vous savez, souvent en écrivant, on peut écrire un poème par exemple. Oui. Ça dit qu'après le titre, ça dit que le soir, c'est souvent spontané, hein, ça vient. Donc je me suis dit qu'un drogué, c'est pourquoi on dit, on dit, où que tu te casses pour lui fumer. Ah oui. Pour fumer de la drogue, non, mais ça on le saura. Ça m'a fasciné. On le saura par ton comportement. Oui. On le saura par ton regard et par tes gestes. Ça m'a fasciné. Voilà. Donc, alors, même si quoi bon de se cacher, voilà, étant donné que ce pourquoi tu te caches se ressent tout de suite quand vous revenez de là. Voilà. C'est la drogue. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'intelligence de M. Diakité? Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce passage. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, vous devez forcément vous procurer de ce recueil de poèmes de docteur Mouri Mandiana Diakité, qui renferme pas mal de poèmes à travers la force des mots, des vers. Tout de suite, on fait une sorte de prise de conscience. Mais ça met également en exergue la dangerosité de l'éducation, c'est-à-dire la fragilité aujourd'hui de nos concessions scolaires vis-à-vis de la drogue. C'est pourquoi chacun devrait vraiment s'employer activement, et c'est sa manière de vous appuyer à travers effectivement cet ouvrage. Mais il y a encore une véracité à travers ces poèmes, ces 13 poèmes, être policier et dealer du quartier. Policier et dealer. Entre policier et dealer du quartier. Oui. Entre policier et dealer du quartier. Ça veut dire que vous avez touché tous les aspects, et d'ailleurs toutes les structures dans la lutte sont concernées. Oui. Ça veut dire tout simplement qu'on va au-delà même du milieu scolaire. Effectivement. Alors. Voilà, effectivement, c'est une façon de faire ressortir un peu la complicité entre dealers et policiers. Vous savez, ces pays, il y a d'autres qui se battent, hein. Il y a d'autres qui se battent, qui veulent vraiment que ces pays-là, que la paix règne dans ces pays-là, qu'on vive, que ces pays soient un havre de paix. Mais par contre, il y a d'autres qui... Il y a un poème, j'allais dire, qui parle aussi de l'argent. C'est-à-dire que l'argent ne fait pas le tout. L'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur. C'est-à-dire que même chez nous, l'argent a tendance, les gens ont tendance à croire beaucoup plus au pouvoir de l'argent qu'au pouvoir divin d'ailleurs. C'est pourquoi cette complicité, il y a d'autres qui se battent pour arrêter les dealers, les criminels. Et vous verrez encore d'autres qui se battent dans l'ombre pour libérer ces mêmes criminels-là qui se retrouvent encore. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus aux criminels. Un criminel qui sait qu'il a un sport, qu'il a quelqu'un qui peut le supporter, est souvent au cadre de l'administration publique ou bien des forces de défense et de sécurité. Mais il ne va faire de rien. C'est pourquoi il faut une prise de conscience. Il faut qu'on sache que l'argent, ça peut nous permettre de résoudre des problèmes, mais l'argent ne fait pas le tout. Voilà, il faut une prise de conscience. Il y a un poème que j'ai aimé, qui me ramène, je ne sais si c'est d'Aimé Césaire ou de Senghor, qui parle de l'Afrique, mon Afrique. Vous avez dit quelque part, maintenant ou jamais. Ou jamais. Et ce poème vient interpeller en un mot le continent africain. Oui. L'Africain de l'Afrique, l'Africain d'ailleurs. Et c'est d'où l'immensité de ce recueil, et d'où encore l'importance de se procurer de ce recueil. Et je sais qu'après cette émission, et d'ailleurs les 3 autres invités vont demander, parce que c'est 12 euros si je ne me trompe, on va faire la conversion en monnaie locale, et j'ai aimé ça. Voilà. Ô jeunesse de mon pays, jeunesse d'Afrique, l'Afrique des Africains, Africains francophones,
Africain anglophone, Africain lusophone, Africain hispanophone, je m'adresse à vous. Mais quand j'ai commencé à lire ça, ça m'a encore donné le goût de revenir à la lecture de la poésie. J'ai aimé, je ne sais pas, j'étais un peu perdu parce que je suis un peu loin des livres littéraires actuellement, pour des raisons professionnelles. Ça, pour un réveil de conscience sur notre démission collective. Et aujourd'hui, l'éducation guinéenne est victime de la démission parentale. Effectivement, oui. Alors, vous voulez dire quoi d'autre qui ne figure pas dans ce recueil? C'est-à-dire qu'il faut actuellement l'enseignement pur, mais l'éducation n'existe pas. Et les deux doivent normalement aller ensemble. Vous verrez que les enseignants s'occupent seulement que de l'enseignement maintenant, mais le comportement des élèves, donc on s'intéresse peu. Hein? Donc c'est ce qui est très grave d'abord. Donc il faut, tout est comporté, je l'ai dit tantôt depuis de prime abord, que ça dit que sur le modèle de développement que nous voulons réellement, tout s'est construit depuis... Donc le modèle de développement devrait s'adapter au modèle de société. Ouais, et ce modèle de société, c'est le retour. Quand on parle de retour, il est bel et bien de faire la symbiose, mais mais des positivités. Effectivement. Et puis c'est projeté dans le futur. Il ne faut pas qu'on soit comme un fou. C'est-à-dire qu'un fou, ceux qui vivent en Occident le savent, hein, l'hiver se prépare. C'est-à-dire qu'à 2 mois, 3 mois de l'hiver, on commence à se préparer. Puis si on sait que ça va, un moment va venir, on ne peut pas sortir avec des habits très légers. Donc, mais un fou, c'est quand ça commence à le taper directement là qu'il va commencer à comprendre que vraiment l'hiver a commencé. Oui. C'est quand il est touché. Voilà, c'est quand il est touché. Parce que le réflexe n'est pas... Et nous évoluons comme un peu un fou, c'est-à-dire qu'on est prédit pas. Même, actuellement, il faut... le groupe, il parle de cancer du sein. Donc, et le diabète. Depuis 10 ans en arrière, on aurait pu penser à ces problèmes-là. Puis, vu la quantité de boissons qui débarquent dans notre pays, on devait penser, prévenir que dans 10 ans, dans une décennie, il y aura ces problèmes-là et former suffisamment de diabétologues. Mais on a attendu, vous voulez que dans toute la Guinée, si on a 12 diabétologues dignes de ce nom, peut-être c'est beaucoup. C'est pour vous dire qu'on évolue. Moi, normalement, je n'étais pas formé, je suis ingénieur agronome, je l'ai dit. Donc si je me suis lancé dans l'écriture, c'est ma manière de m'exprimer sur un sujet, sur des sujets d'actualité. Sinon, j'aurais pu... continuer sur d'autres choses. Hein. Mais si j'ai pris la plume, c'est pour attirer l'attention. Je sais qu'en toi, tout n'est pas encore perdu. Puis je sais qu'il y a encore des Guinéens comme mes sœurs collègues qui sont là. Oui. Si je vous demandais de faire un choix parmi ces 13 poèmes, lequel allez-vous choisir? Vous savez, c'est comme si on demande de demander une mère de famille. C'est difficile quand même de demander à un père de famille de choisir parmi ses enfants. Mais je sais quand même qu'un père de famille adore tous ses enfants, mais un enfant qu'il chérit par rapport à tous les autres. Oui, effectivement. Donc, la même question m'a été posée l'autre jour par Kadiatou Kaba, qui est une journaliste. Notre collègue. Voilà, donc en tout cas, je l'ai dit que j'aime tous les 13 poèmes, mais celui qui me convient de plus, c'est les bienfaits. Ah oui, ça, voilà, quelle mélodie, quelle mélodie expressive. Parce que j'ai beaucoup aimé ça, hein, voilà, donc, les bienfaits. De la bienfaisance. Vous voulez rendre ça pour nous? Vous voulez rendre ça ici? Bon, ça va être, c'est un peu long quand même le poème, où je vais le retrouver. On va chercher au niveau de la table des matières. Les bienfaits de la bienfaisance, effectivement. Donc, il y a plusieurs manières de faire du bien. Il y a des bienfaits faits rien que pour Dieu, mais il y a aussi des bienfaits faits pour des raisons politiques ou machiavéliques.
La meilleure façon de réussir dans la vie, c'est de faire du bien autant qu'on peut. Le bénéfice du bienfait, c'est que même ceux qui n'ont jamais bénéficié du bienfait de ta part parleront de toi et te qualifieront de bienfaiteurs. Sans même te voir physiquement, faire du bien dans l'animant est plus bénéfique que quand il est fait de manière ostentatoire, orgueilleuse. Dieu n'a pas de prix pour une vanité. Pour les bienfaits de l'homme se font parler d'eux-mêmes. Ses échos se font entendre derrière l'homme. Au-delà des récompenses du bienfait dont tu bénéficieras tôt ou tard. Les hommes parleront de toi et de tes bienfaits que tu fais pour tes semblables, pour les nécessités autour de toi. Parfois, dans les lieux où tu n'es pas présent, certes, on ne peut pas aider tout le monde à la fois. Même si on ne peut pas venir en aide à quelqu'un, rien que le simple fait d'exprimer intérieurement et extérieurement son empathie pour la personne dans le besoin. On saura que si tu en avais les moyens, tu l'aurais fait. Tout ça démontre le caractère de bienfaisance ou de bienveillance de quelqu'un. Mais faire ou faire semblant d'elle n'a pas de prix. Il n'a pas de prix ni dans ce monde ici-bas, ni dans l'au-delà, parce que devant ceux pour lesquels tu le fais, ils savent que ce que tu fais relève de l'hypocrisie, de la démagogie. La foi, la sincérité, avec la bienfaisance, avec empathie. Il y a des hommes hypocrites et il y a aussi des femmes hypocrites. Mais l'hypocrisie est mieux pour une femme que pour un homme. Entre deux mots, on choisit le moindre. L'antonyme de la bienfaisance, c'est la malfaisance. C'est la rivalité amène la méchanceté. Quelqu'un qui est méchant est un jaloux et vice-versa. Donc, il est long. Merci, merci déjà, docteur. On n'a pas voulu vous interrompre sur le coup. Oui. Dieu sait faire les choses et je sais que Dieu ne fait rien pour rien. Oui. Ce plateau me semble un plateau magique parce que il n'y a que des personnes bienfaisantes sur ce plateau à travers les actions que vous menez, chacun de vous. C'est pourquoi on va tirer chapeau pour vous. Imaginez madame qui prend son vol, qui quitte vraiment et qui revient. Elle ne voudrait pas que d'autres femmes subissent ce qu'elle a subi, ce dont elle a été victime, et en compagnie bien sûr de sa collègue. Et docteur Traoré, malgré les difficultés, parce que la médecine, c'est la mesquinerie, ce sont les détails. Il se donne le temps d'évoluer dans les structures sociales. Et vous, agronome, vous avez la plume pour sensibiliser, éduquer. Et je pense que c'est ce que Dieu a donné, ce plateau que Dieu a offert à nos téléspectateurs. Alors on va applaudir encore pour vous. On va applaudir pour vous parce que là, je ne sais pas pourquoi, docteur, il va falloir que les autorités au niveau de l'éducation s'approprient de ce recueil de poèmes. Ça ne serait-ce que au niveau des professeurs de français qu'on essaye de sélectionner quelques poèmes dans ce recueil et les étudier. Parce que derrière la forme, il y a le fond. Et c'est ce fond-là qui vraiment mérite d'être exploité. Dans la mesure où l'école guinéenne est malade. Est malade parce qu'il y a de ces comportements aujourd'hui qui s'invitent au sein de nos concessions scolaires qu'on ne pouvait pas imaginer par le passé. Qu'on ne pouvait pas. Mais qu'est-ce qui amène vraiment ces comportements, ces attitudes? C'est la consommation de ces
substances nocives pour non seulement la santé, mais également la société qui paye les conséquences, parce que tout ce qu'on parle comme concept, qui est la criminalité, la malhonnêteté, la violence et autres, ont pour source la consommation de ces substances-là. Et l'école, qui est censée être un centre d'éducation et d'instruction, est victime, n'est-ce pas, de ces substances aujourd'hui. Donc c'est une lutte commune de tout un chacun, des parents, des acteurs concernés et tout le monde. C'est pourquoi moi je souhaiterais quand même écouter en quelques phrases votre sollicitation des autorités par rapport à cet ouvrage, mais également les parents. Effectivement, il y a l'éditeur, c'est-à-dire que le comité de lecture, même manuscrit. Oui. Comité... Et surtout, vous êtes familier à l'Harmattan Sénégal. Effectivement. Donc, qui adore vous publier. J'allais en parler. Il y a le président du comité de lecture. Mieux que chaque enseignant, chaque élève soit doté de cet ouvrage-là. Oui. Tellement il est important. Ah oui, la réalisation. Oui, tellement il est important comme outil de sensibilisation. Oui, service caméra, essayez d'afficher ça très bien, s'il vous plaît. Voilà, pour les parents qui sont déjà embarqués à bord de cette lutte, afin de mieux comprendre et distinguer la couverture de ce recueil de poèmes. Et voilà, sur un fond noir, et le danger existe. C'est bel et bien l'intitulé du recueil, la drogue, en milieu éducatif. Vous l'avez compris, où le chemin ou les chemins de la perdition. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour vous dire que si j'ai suffisamment de moyens pour la vulgarisation de ce document. Je n'ai pas écrit pour moi-même. Oui. Même avant-hier ou hier, j'étais sur un autre plateau de RTZ. Voilà, parce que là, il faut vulgariser ça. Oui, effectivement. Donc, je remercie quand même en aide pour la vulgarisation. Sinon, ce n'est pas du tout facile. La communication je pense que les trois départements en charge de l'éducation, je veux parler du ministère de l'enseignement technique, je veux parler de l'enseignement préuniversitaire, je veux parler de l'enseignement supérieur, devraient quand même vraiment s'approprier de ça. Je sais que depuis le livre, on a prévu ça en fin d'année. D'accord. Voilà, donc le département venir en aide va contribuer à l'organisation. Mais qu'on nous accompagne, la drogue, ça dit que les élèves, vous avez dit tout de suite, l'école c'est un temple de savoir. Oui. Donc l'école est censée éduquer les enfants. Oui. Si l'école devient un centre d'affaires et de drogue, d'apprentissage des travers sociaux, c'est dangereux. C'est dangereux. Oui. Donc ça, on va vous parler. Si l'éducation si on ne prend pas à bras le corps l'éducation, l'investissement en aval là, si en amont, oui, en amont, en termes d'élaboration de contenu de programme, effectivement, on remet en cours l'investissement, l'éducation. Imaginez comme ça coûte l'éducation, les frais liés à l'éducation. Tout à fait. Donc, merci. Après, au lycée, l'enfant dans l'addiction. Oui. J'aurais même aimé d'être à côté encore un addictologue, un criminologue. Non, on va organiser ça. Voilà. On va organiser ça parce que ça ne va pas être la dernière. On va vous inviter dans l'émission et avec les acteurs concernés, surtout dans la lutte, afin vraiment de largement communiquer sur ça parce que c'est la vie de la nation. C'est la vie de la nation. Il va en tout cas falloir organiser ça et on va vous inviter au moment venu. Et tout à l'heure, on va vous revenir pour le message à l'endroit des autorités par rapport à ça. Je pense que les chefs d'établissement privés, les chefs, en tout cas les fondateurs des institutions d'enseignement supérieur privés,
devraient également s'impliquer parce que ce sont aussi les élèves guinéens qui sont dans ces concessions universitaires. Alors, docteur, on parlait tout à l'heure des recommandations de votre rapport de stage. Oui, justement, avant de parler des recommandations, je tiens aussi à féliciter, à remercier monsieur pour son ouvrage. Effectivement, c'est un problème de santé publique, la drogue. Et j'ai travaillé en psychiatrie. Je sais que souvent, la drogue, c'est l'une des causes justement de tout ce qui concerne les maladies psychiques, la schizophrénie et tout ce qui est autour. Et par contre, moi, j'irais même au-delà parce que là, vous avez été attaqué à la jeunesse, mais c'est pas que la jeunesse. Il y a même des personnes qui sont comment dirais-je, plus âgées. C'est toute la société, voilà. Qui ont commencé dès le collège. Dès le collège, voilà. Jusqu'à présent, ça continue. Exactement. Moi, je pense que c'est une prise en charge globale. C'est pas que répressive. Et il faudrait sensibiliser, comme justement la lutte contre le cancer, la sensibilisation doit impliquer les familles et tout le monde, toute la population. Ouais. Donc c'est vraiment un sujet très très noble. Je vous encourage vraiment à ça. Et concernant justement moi mes recommandations, j'ai fait effectivement des recommandations lors de ce stage au centre hospitalier de Kaolack pour l'amélioration de la prise en charge des personnes en situation de handicap. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au Sénégal, il y a un dispositif qu'on appelle la carte d'égalité des chances qui avait été décrété et mis en place par le gouvernement sénégalais, mais qui n'était pas effectif dans les établissements de santé. Donc du coup, ça a été l'une de mes recommandations, et parce que j'ai fait des recommandations tant étatiques que locales. Au niveau étatique, j'ai demandé à ce que cette carte d'égalité des chances puisse être érigée en programme d'égalité des chances. Cela permettait justement à l'État sénégalais d'investir et de mettre beaucoup de moyens pour enfin enrôler une bonne partie de la population en situation de handicap. Parce qu'au Sénégal, la problématique, c'est que cette carte d'égalité des chances, elle est en vigueur, mais les personnes en situation de handicap, certaines ne savent même pas qu'elle existe, et les établissements de santé ne savent même pas que ce dispositif a été accepté par l'État. Et donc, du coup, il y a une bonne partie de cette population qui n'est pas enrôlée par le dispositif, tout simplement par rapport aux critères d'inclusion de ce dispositif. Pour bénéficier de la carte d'égalité des chances, il faut avoir une carte d'identité nationale ou un extrait d'acte de naissance, sauf que bon nombre de ces personnes n'ont pas été déclarées à la naissance, donc ça c'était une problématique. Et donc du coup j'ai fait une recommandation pour enfin accélérer cet enrôlement justement des personnes en situation de handicap et pour qu'ils puissent bénéficier des soins de qualité. Et en ce qui concerne la partie locale, j'ai demandé à l'établissement parce qu'au sein de l'établissement, il y a un service social qui s'occupe des indigents, comme on le dit, pour justement les accompagner dans la prise en charge des soins, parce que ça coûte extrêmement cher, même si à Kaolack, tout ce qui concerne la consultation et les frais sont très très bas, mais autour de la consultation, tout ce qui est examen complémentaire, tout ce qui est d'autres soins, ça peut facilement augmenter, et les transports aussi, ça coûte extrêmement cher. Donc du coup, des recommandations ont été faites dans ce sens pour permettre justement à ce service de pouvoir bénéficier des moyens et de pouvoir accompagner comme il faut pour l'amélioration des personnes en situation de handicap. Et au Sénégal, il y a aussi ce qu'on appelle le plan Sésame. Le plan Sésame, c'est un dispositif qui permet à tout Sénégalais de plus de 60 ans de bénéficier des soins gratuitement dans les établissements de santé. Et aussi, il y a la CMU, la couverture maladie universelle, mais qui est ouverte aux personnes, aux enfants de moins de 5 ans, et qui donne la gratuité à ces enfants qui, même qui sont handicapés ou pas handicapés, ils bénéficient de ce dispositif. Donc, du coup, les bénéficiaires de la carte d'égalité des chances pouvaient aussi bénéficier de cette carte de cette CMU, mais sauf que au Sénégal, il y a le service national qui s'occupe de la CMU et le service
direction générale de l'action sociale qui s'occupe de la carte d'égalité des chances, les deux services ne communiquaient pas ensemble. Donc du coup, il fallait une recommandation justement dans ce sens pour que les personnes puissent être enrôlées dans ce dispositif et pouvoir être soignées dans les hôpitaux. D'accord. Aujourd'hui, si vous avez un message fort à l'endroit de la diaspora africaine, et surtout celle qui évolue dans le domaine médical, par rapport à leur expertise en Afrique, parce que vous avez quand même eu la chance, vous avez une plateforme aujourd'hui qui est vraiment IMG. IMG, c'est dans ce cadre-là. Vous avez l'autre là déjà qui est vraiment dans le cadre de l'amélioration des conditions de prise en charge dans nos structures. Alors, si vous avez un message, parce que nous sommes sur satellite, lequel va être ce message? Déjà, le message, je pense qu'il va s'adresser pas qu'à la diaspora, mais à toute la population guinéenne, que ce soit ceux de l'intérieur que de l'extérieur. Il faudrait vraiment que ce pays, qu'on puisse unir nos forces pour faire avancer cette nation. Et c'est dans l'unité en fait qu'on arrivera à faire développer ce pays. Et cette unité ne peut avoir lieu lorsqu'il y a des processus très bien définis et calés, et puis qu'il y ait un dialogue social, qu'il y ait un projet de développement et qu'il y ait pas mal de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et concernant l'international médical Guinée et les professionnels de santé guinéens qui sont ici en Guinée et à l'international, moi je leur demanderai de converger leurs forces et leur expertise au sein de cette organisation, parce que c'est une organisation qui regroupe beaucoup de talents. Il y a des cancérologues, il y a des infectiologues, il y a des médecins en santé publique, il y a tout type de professionnels en fait de santé qui sont là-bas, et cela nous permettra en fait d'avoir une force et de pouvoir agir sur le terrain, parce qu'en Guinée on a une équipe qui est très dynamique. On a un vice-président en charge du côté guinéen, parce que moi j'étais le vice-président en charge du côté de l'Occident, mais maintenant j'ai pas voulu me présenter. Il y a une nouvelle équipe qui est en place, mais je demanderai vraiment à toute la communauté médicale et même paramédicale à se joindre à cette organisation pour pouvoir améliorer nos infrastructures de santé, parce qu'en Guinée, effectivement, l'État seul ne peut pas prendre tout, et il faudrait que les associations et les privés puissent s'impliquer dans le développement socio-économique et sanitaire de notre pays. Voilà. Madame Kamara Awa, présidente fondatrice de l'ONG Ensemble contre le cancer du sein. Alors, vous avez des difficultés, ça quand même c'est clair, et vous n'avez pas assez de partenaires. Vous avez un message à l'endroit des spécialistes, vous avez également des messages à l'endroit de l'État. Alors, quels vont être ces messages? Merci pour l'opportunité encore une fois, et vraiment merci de faire votre rencontre sur ce plateau, parce que je ne savais pas ce que vous faisiez dans l'humanitaire avant qu'on soit là, et je suis aussi touchée par ce que vous faites, parce que ça va en collaboration avec ce que nous faisons, et ça n'a pas de prix en fait. Donc je ne peux que vous dire aussi merci pour ce que vous faites et le combat que vous menez, car ça ne peut qu'être, c'est noble en fait. Et pour mon message, ce qui concerne les médecins, s'il vous plaît, je pense que quand on devient médecin, c'est-à-dire on se met à la disposition des patients. Aujourd'hui, il y a trop de patients qui touchent à tout. Et qui, en touchant à tout, au lieu d'envoyer le malade ou la malade vers le spécialiste concerné, juste pour des petits sous, il va toucher la malade ou elle va toucher la malade. Je vous demande, s'il étant vous donné plaît, que ce n'est pas sa spécialité. Voilà. Et je vous demande... Ce n'est pas le service indiqué. Ce n'est pas le service indiqué. Donc, s'il vous plaît... Ça doit être professionnel. Soyez professionnel. Ce n'est pas votre métier. Envoyez-le vers le spécialiste concerné. Ne touchez pas à tout. C'est pas normal. Et franchement, je souhaiterais aussi m'adresser au gouvernement pour qu'on mette un numéro en place pour ce genre de médecins. Parce qu'il faut que les patients... Comme la police est en train de faire. Voilà, parce que pour ce genre d'action, des médecins qui touchent à tout, qui font du n'importe quoi. Aujourd'hui, nous avons même des patientes qui vont chez le médecin leur dit de se déshabiller, ils vont prendre des photos. Mais attention, l'outil du médecin, ce sont ces appareils, tels que la mammographie, l'échographie, l'IRM. Mais depuis quand le médecin est devenu photographe? Ces photos, ils les prennent à quel but? Oui, le patient ou la patiente a droit à sa dignité. Voilà, a droit à sa dignité. Donc pourquoi vous faites ce genre de choses?
même nous, ONG, pour qu'on puisse publier la photo d'une patiente, on demande la permission. Tout à fait. Et quand la photo aussi, elle est trop agressive, nous essayons de cacher soit la plaie, soit le visage de la personne. Oui. On lui demande de mettre ce que nous utilisons pour prier, Oui. pour couvrir leur visage. D'accord. Donc on est en Afrique quand même. Oui, oui. Voilà. Merci Donc s'il beaucoup. vous plaît, aidez-nous dans ce sens et Ce trouvez-nous message est passé. un centre de radiothérapie. Ouais, voilà. Merci. Docteur Mori Mandiana, qui est auteur du recueil de poèmes La drogue en milieu éducatif ou Les chemins de la perdition. Vous avez forcément un message. Je pense que je vais vous inviter également à la radio pour parler de cet ouvrage. Okay. Votre message. Donc j'ai rejoint mes prédécesseurs. Oui. D'abord, je suis très heureux d'appartenir à s'il faut l'appeler ainsi, à ce cercle. À ce panel. Voilà, donc la configuration vraiment elle est idéale. Oui. Donc moi, ça dit, comme la folie, c'est de faire les choses de la même manière et s'attendre à des résultats différents dans nos hôpitaux. Toujours, elle vient de décrire, c'est de l'arnaque organisée. Oui. Il faut avoir un parent malade d'une maladie chronique pour comprendre qu'en Guinée, le système, Ce qui se passe. le système sanitaire, L'affairisme qui s'invite. c'est le système même qui est malade. Donc moi, Traoré a dit, Oui. il parle de l'unité. C'est dans l'unité qu'on peut se développer. Tout à fait. C'est dans le respect, c'est dans la discipline. Dans l'indiscipline, c'est pratiquement impossible de se développer. C'est pratiquement impossible. Voilà, donc moi j'invite les à l'union, à combattre l'ethnocentricme. Notre premier ennemi d'abord, l'obstacle même au développement de notre nation, c'est l'ethnocentrisme. D'accord. Qu'on le combat. Merci. Dans toutes ses formes. Sinon les Guinéens, Dieu a créé un pays merveilleux, 4 régions naturelles avec chacune ses spécificités agro-pastorales. La Guinée, le mélange, ça devait être bénéfique pour nous. Ça devait être une richesse. Une richesse. Merci beaucoup, docteur. Oui, c'est un agronome mais qui est aujourd'hui métamorphosé en littéraire parce que là, aujourd'hui, il a une bibliographie extrêmement importante. Alors, je vous recommande effectivement ce recueil de poèmes, La drogue en milieu éducatif ou Les chemins de la perdition. Il ne me reste qu'à vous dire merci à chacun sur ce plateau, vu que la présidente fondatrice a parlé, Madame Genab, une autre fois, même si elle va prendre son vol pour partir, on va vous inviter ici pour continuer à parler du cancer si tout va bien. Docteur Aboubacar. Oui, moi je voulais juste passer un message, un dernier message pour, en fait, au niveau des autorités pour qu'ils nous facilitent au moins la création, l'obtention de l'agrément. Voilà, l'agrément de notre ONG, l'International Médical Guinée, voilà. Parce qu'on galère depuis un moment. L'IMG, le message est passé. Merci beaucoup. Voilà, aimable téléspectateurs, c'était tout pour ce numéro de l'émission Zénith sur Coloma. Merci à l'ensemble de l'équipe, service caméra, nodal, en passant par la régie et pourquoi pas la réalisation Al-Rali Mohamed Keita. On a du mal à vous quitter puisque là, les invités en tout cas étaient de taille et ils ont beaucoup de choses à dire, sauf que le timing nous talonnait et il faut accepter. Puisque là, nous dirigeons vers le journal de 13h. Mesdames et messieurs, tout le plaisir donc a été pour nous au compte de ce numéro. Où que vous soyez, passez un excellent moment en compagnie des programmes de la RTG, la télévision mère, l'unité centrale des médias en Guinée.